Ok, donc je suis Guillaume Courmont, et je suis enseignant-chercheur à l'école de géologie. J'effectue mes recherches au laboratoire géoressources de l'Université de Lorraine et du CNRS. Donc, ce matin, je parlais des aspects géométriques et des aspects automatisation en motivant tout ça en parlant d'incertitude. Et là, je vais aller un peu plus dans le vif du sujet sur certains aspects des incertitudes qui nous paraît intéressant de regarder. Et en fait, je vais commencer par ça. Le jeu. Il y a un problème. Ah, mais pour ceux qui étaient en ligne, je reviens ici, c'était juste des belles images au démarrage. Et donc, je vais revenir à ce jeu auquel on a tous joué quand on était petit ou dans le train, qui est relier les points par numéro. Alors, je ne sais pas si vous voyez la forme là. Personnellement, je ne la vois pas. Et donc, si on essaye de poser le problème, la règle elle est relativement simple. Il faut relier 1 avec 2, puis 2 avec 3, etc. etc. Si on analyse les combinatoires, on se retrouve avec factoriel 124 possibilités. Donc, si on fait ça avec un algorithme de force brute, il va nous falloir 1,5 puissance 207 itérations. Donc, ça va prendre beaucoup de temps d'obtenir cette forme. Mais heureusement, on est intelligent, enfin, on essaye. Et on va chercher localement. Donc, si j'ai trouvé le 1, je vais chercher autour du 1. Et puis, par cercle concentrique, je vais essayer de trouver 2. Et ça va me permettre de réduire singulièrement la complexité de la méthode et de résoudre le problème assez rapidement. En l'occurrence, c'est les pingouins qu'on est en train de voir. Mais finalement, le problème du géologue qui interprète les données, c'est un petit peu le même. Sauf que quand on interprète les données de subsurface, on a des règles qui sont un peu plus compliquées qu'incrémenter, que de trouver le nombre directement supérieur. Et puis, on a tout un historique et toute une histoire derrière la tête en termes de modèles conceptuels. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de traduire ces concepts et ces modèles, comment est-ce qu'on peut les tester pour aider les géologues à faire du meilleur travail, à automatiser et aussi à s'évader. On a parlé du biais de confirmation ce matin, je ne sais plus qui, j'ai oublié, mais ou du biais d'ancrage, qui fait qu'on a un peu tendance, quand on a des données, à vouloir confirmer un modèle conceptuel qu'on a en tête et pas forcément à être toujours très objectif. Quelque part, interpréter, c'est être subjectif, et c'est très bien, c'est ce qu'on assume, mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans un seul schéma mental d'interprétation, et donc il faut essayer d'avoir quand même une évaluation des incertitudes qui soit cohérente. Donc pour ça, je vais vous parler de 2 problèmes. Le premier problème, c'est celui des corrélations de données de forage. Je pense qu'on a tous fait ça quand on était petit, sans doute qu'ils font ça encore tous les jours. Vous avez des forages, vous avez fait des plans d'enregistrement géophysique, des logs divers et variés sur vos forages. Et la première question, c'est à quoi ressemble la stratigraphie? Il n'y a pas de colonne stratigraphique de référence là. Alors on peut effectivement faire de la biblio, essayer d'identifier nos grandes unités, mais finalement ça c'est aussi dans une certaine mesure subjectif et le résultat d'un consensus dans une région donnée. Et donc voilà, donc ça c'est le boulot de tous les jours quand on interprète les données. Et puis une fois qu'on a interprété nos unités sur chaque puits, il faut corréler. Et souvent on fait du va-et-vient entre les deux, parce que la corrélation va aussi nous informer sur les différentes phases et les différentes interprétations. Et donc, si je vous dis, voilà mes corrélations, la blague de Tim Cross, qui avait écrit un papier sur l'inversion de modèles stratigraphiques, c'était encore pire que ce qu'on a entendu ce matin. C'est que si vous mettez 10 géologues devant un œuf normand, vous aurez 11 interprétations parce qu'il y en a un qui change d'avis. Et donc, si je vous donne ces données-là, vous aurez sans doute une solution qui sera différente. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en œuvre les bons conseils de Tim Chamberlain, qui était un géologue assez célèbre fin 19e, début 20e, qui a écrit un papier qui est super intéressant,
qui parle de développer des hypothèses multiples et de chercher vraiment à explorer, un peu dans le même esprit que ce qu'a présenté Alexandrine juste avant, explorer les incertitudes, explorer les scénarios et de ne pas tomber amoureux de son modèle et de son interprétation. Il insiste beaucoup sur ce côté-là, sur le côté affect par rapport à l'interprétation, qui je pense est très présent chez les géologues, parce que quand on a passé 3 semaines ou enfin beaucoup de temps sur le terrain et à bosser sur une interprétation, voilà, on la défend bec et ongle, alors qu'évidemment on peut se tromper. Every rational explanation, c'est quand même compliqué et assez ambitieux. Donc pour ça, on va essayer d'utiliser les ordinateurs. Donc pour ça, comment on formalise le problème? Comment on peut formaliser le problème? C'est là où on en est arrivé au niveau de nos réflexions. On a un log de gamma-ray, par exemple, et puis la première étape, ça va être de le segmenter en unités, en séquences, en électrofaciès. Vous appelez ça comme vous voulez, mais l'idée, c'est de simplifier ce signal, d'accord, reparamétriser en ondelettes, comme a montré Alexandrine tout à l'heure. Donc, on va essayer de simplifier ce signal pour réduire la complexité du problème. Ensuite, on va regarder notre problème de corrélation. C'est principalement ce dont je vais parler. Et puis, une fois qu'on aura nos corrélations, on pourra s'intéresser à la géométrie. Et donc, c'est là où toutes les approches dont j'ai parlé ce matin vont pouvoir intervenir pour essayer d'explorer des incertitudes sur ce qui pourrait se passer entre nos données en fonction d'un concept d'extrapolation. Mais la première étape, c'est la corrélation, parce qu'en fait, la corrélation va complètement gouverner où seront nos biseaustratigraphiques et comment nos couches seront connectées et comment éventuellement, j'ai pas mal travaillé sur les applications d'écoulement souterrain, les nappes et le fonctionnement. Si vous changez la corrélation, vous allez changer la connectivité et les zones qui sont en connectivité hydraulique les unes avec les autres. Alors, comment faire ça? Enfin, comment corréler? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des algos qui ont été définis dans le domaine de la reconnaissance de la parole, dans le domaine de la bioinformatique, et en particulier un algorithme qui s'appelle Dynamic Time Warping, donc déformation dynamique temporelle en français, où si vous avez 2 signaux, vous pouvez, alors encore une fois, c'est comme le John Vedot, vous pouvez compter le nombre de solutions, et ce nombre de solutions, il est incroyablement élevé. Donc 1,5 million pour 10 points sur 2 puits. Okay, il y a 1,5 million de possibilités de les corréler sans que les lignes se croisent. D'accord. Évidemment, parmi ces près d'1,5 million, il y a plein de solutions qui sont complètement irréalistes d'un point de vue géologique. D'accord. Ça va dépendre de pas mal de choses. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser un algo de programmation dynamique, donc déformation temporelle dynamique, qui va calculer la probabilité de corréler un point à un autre sur chacun des 2 puits. Donc, on va se retrouver, si on a 10 points, on va se retrouver avec une matrice 10-10. On la remplit et après, on fait une descente de gradient en incrémentant les coûts. C'est à peu près comme ça que ça marche. On peut faire un truc en disant je veux que le haut gamma-ray soit corrélé avec. Je calcule la différence entre mes 2 valeurs de gamma-ray. Plus c'est grand, plus la probabilité que ces 2 points-là soient corrélés soit faible. Je traduis ça en coût et j'incrémente mon coût. Et donc, quand je fais ma descente de gradient, j'incrémente le coût cumulé et j'ai la corrélation optimale. Alors, quand on dit que c'est optimal, faut toujours dire par rapport à quoi, et c'est optimal par rapport à ma fonction de minimisation. Si je change ma fonction, j'aurai une autre solution. Alors, maintenant, si on veut faire ça avec n puits, parce qu'en général, on a plus que 2 puits, cet algorithme il est extensible, mais on va se retrouver avec une matrice qui sera multidimensionnelle, qui aurait autant de dimensions que de puits. Donc, ça va vite être problématique parce que ça va augmenter exponentiellement. Enfin, la complexité du problème va augmenter exponentiellement. Et si je prends 12 puits avec 7 marqueurs, j'aurai 10 puissance 80 possibilités. Donc, on est sur des problèmes informatiquement qui sont assez compliqués à résoudre. Sur lesquels il y a pas mal de gens qui réfléchissent, mais on est sur des complexités non polynomiales. Alors, il y a des gens en bioinformatique qui ont bossé là-dessus pour les alignements de séquences de protéines ou les alignements d'ADN. Et donc, il y a toute une littérature sur ce problème-là, on appelle ça le multiple alignment problem, alignement multiple de séquences. Si on prend l'algorithme de base, on a des besoins phénoménaux
en mémoire et en temps de calcul, mais finalement, en reprenant certains aspects de bioinformatique et en les appliquant à la spécificité des puits, on a travaillé avec Christophe Antoine, un ingénieur de l'équipe, pour définir des chemins de corrélation un peu pyramidaux, un peu hiérarchiques, et puis pas corréler à chaque étape la meilleure solution, mais corréler un ensemble de solutions qui correspondent à un ensemble de chemins optimaux ou suboptimaux, en l'occurrence, sur l'ensemble de la hiérarchie de corrélation. Et donc ça permet d'explorer, alors pas tout, hélas, mais une partie de l'espace des incertitudes. Et quand on fait tourner l'algorithme sur un jeu de données relativement ambitieux, avec pas mal de points et une vingtaine de puits, en un temps raisonnable et avec pas mal de calculs, on arrive à générer différentes solutions de manière automatique qui vont nous dire où sont les différents biseaux stratigraphiques. Tout ça, ça reste discutable. Là, encore une fois, c'est garbage in, garbage out. Plus on a mis plus les données et les règles d'économie sont pertinentes par rapport à ce qu'on veut faire, et plus on a de chances d'avoir des résultats qui soient cohérents. Tout ça, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'interroger nos concepts interprétatifs. Alors, il y a pas mal de monde qui travaille sur ces problèmes-là depuis longtemps. Il y a des gens qui ont commencé justement en disant j'ai des valeurs diagraphiques, je vais chercher à minimiser mes différences de mesures diagraphiques le long de mes lignes de corrélation. Donc ça, c'est les idées de base qui vont utiliser les logs. Il y a des gens qui ont bossé sur la palynologie, la magnétostratie, des questions de profil de dépôt, l'intégration de données sismiques quand on a la chance d'avoir une image sismique réflexion. On avait travaillé avec Jonathan Edwards sur l'utilisation de modèles de stratigraphiques directs, donc où on simule le processus de dépôt et on cherche à inférer les règles de corrélation en scannant ces modèles simulés. Et puis les derniers travaux qu'on a fait sur le sujet, c'est avec Paul Bagil pour essayer d'intégrer les directions de transport et les données d'inclinométrie qu'on peut avoir sur certaines méthodes d'analyse de puits, de résistivité en imagerie de puits, qui nous permettent de connaître le bandage local des couches et qui nous permettent à partir de là d'établir une certaine cohérence des directions de transport et des règles de corrélation. Alors, est-ce que c'est important? C'est important parce que dans la suite des étapes de modélisation, quand on va chercher à estimer les propriétés pétrophysiques du milieu, comme la porosité ou les propriétés mécaniques, ou ici les faciès, si vous changez les corrélations, vous allez changer les proportions de faciès dans chaque couche, qui sont une des données d'entrée de base de tout modèle géostatistique. Avant même de parler de la variabilité, vous cherchez à savoir est-ce que vous avez 80% d'argile et 20% de sable ou l'inverse. Et donc, quand vous changez les corrélations, vous n'associez plus les mêmes données les unes avec les autres. Et donc, vous changez vos proportions. Et donc, forcément, vous allez changer les prédictions que vous allez faire. Et évidemment, ces incertitudes vont se propager sur les problématiques hydrodynamiques. Quand vous allez faire une simulation de transport de soluté ou d'écoulement multiphasique dans le sous-sol, vous allez vous retrouver avec des fronts de saturation qui vont varier en fonction de ces incertitudes stratigraphiques. Le deuxième volet dont je veux vous parler, c'est un peu le même problème d'associer les points, et ça concerne l'association des failles, des données d'observation de failles. Alors, pareil, je pourrais faire un petit sondage pour vous demander où sont les failles sur cette photo de terrain. C'est mon interprétation. C'est peut-être un peu moins discutable que précédemment parce qu'on les voit quand même assez bien. Mais quand on a ce genre d'image, là, on peut sans doute beaucoup plus discuter. Donc ça, c'est des lignes sismiques dans le golfe de Coral. C'est la campagne d'acquisition qu'avait fait un collègue américain. Et donc, ça, c'est l'interprétation qu'il a proposée dans son article. Et comme précédemment, on peut représenter ça par un ensemble de segments ici. Et en fait, ces segments, c'est des objets, donc on peut les symboliser par un point, une orientation et une distance. Donc, une description géométrique la plus simple possible. Et quand on a plusieurs lignes sismiques dans l'espace, il va falloir savoir comment relier ce qui se passe entre la ligne sismique qui est là et la ligne sismique ou la coupe qui est un petit peu plus loin. Et donc, on se retrouve avec un problème d'association.
Alors, il n'est pas tout à fait pareil que l'association de données stratigraphiques, parce que dans les données stratigraphiques, quelque part, ce qu'on cherche à associer, c'est le temps. On revient sur l'idée de temps géologique relatif où on a un empilement. Alors, on peut avoir de l'érosion, ça va se traduire par des biseaux, mais on ne revient jamais en arrière, on n'a jamais de croisement. Sur les failles, on peut avoir des croisements, on peut avoir des tronquatures, et donc, c'est plus les mêmes algorithmes, c'est plus la même complexité du problème. Mais une fois qu'on a fait ces associations, et donc l'idée, c'est d'en générer plusieurs, on peut repasser après à toute la géomodélisation pour obtenir des géométries. Et donc, c'est le genre de problème qui a été discuté par Brett Freeman dans les années 90, qui proposait des règles de cohérence du rejet des failles pour résoudre ce problème-là et résoudre ce problème d'association. Et avec Gabriel Godefroy, on a essayé de formaliser ça sous forme de graphe, en disant nos interprétations, c'est des points, et finalement, une interprétation, c'est, encore une fois, j'associe les points les uns avec les autres. D'accord. Et donc, avec ce formalisme, on a une représentation numérique, informatique, qui nous permet d'aborder ce problème-là sous un angle un peu calculatoire, avec des algorithmes d'échantillonnage possibles. Ça nous permet, on aime bien faire du dénombrement, hein, donc ça nous permet aussi de faire du dénombrement et de se dire, si j'ai deux observations de failles, j'ai deux options. Soit les deux points appartiennent à la même faille, soit ils appartiennent à deux failles différentes. Jusque-là, tout va bien. Si j'en ai trois, 3-4 minutes. D'accord. Si j'en ai trois, là j'ai 5 possibilités. Si j'en ai 4, j'ai 15 possibilités. Si j'en ai 13, j'en ai 28 millions. Donc encore une fois, on se retrouve avec des problèmes combinatoires qui font un peu lever les yeux au ciel, mais heureusement, on est géologue, et donc on a plein de règles qui nous permettent d'essayer de trouver quelles sont les possibilités les plus vraisemblables par rapport à nos connaissances. Donc, pour faire ça, je vais passer vite parce que, en gros, on définit un graphe global qui nous permet d'avoir une vue d'avion de nos données. Sur les arêtes, on va stocker la vraisemblance de chaque association. Donc, c'est un peu la même idée que sur les corrélations de puits. Et à partir de là, on va utiliser des algorithmes d'échantillonnage qui vont générer les différentes associations. Donc, l'algo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le résultat, c'est qu'on génère différentes associations possibles qui vont respecter nos règles d'association et essayer d'échantillonner les objets les plus vraisemblables avant et les objets les plus importants avant. On essaye aussi de reproduire le raisonnement qui est que vous allez, avant de zoomer sur un petit détail dans un coin, vous cherchez à identifier les grands objets de manière à ensuite zoomer et structurer ce qui se passe en fonction du déplacement en particulier, et puis en fonction du nombre d'observations. En général, plus la faille est grande, plus la faille a un déplacement élevé, plus elle est grande, et donc plus elle va être régionale, et elle va avoir une signification régionale. Donc on essaye de simuler ces objets avant de simuler les failles d'ordre plus local. Donc ça peut permettre d'échantillonner les incertitudes, et après il y a toute la question dont Alexandrine a parlé, qui concerne la réduction des incertitudes. Et donc là-dessus, il y a effectivement toutes les approches bayésiennes. Une fois qu'on a généré ces scénarios, comment on les réduit? Et là, il nous faut rentrer dans le genre de moulinette dont tu parlais pour simuler la réponse du modèle, comparer aux résultats. Et donc, il faut trouver le moyen de perturber ces modèles-là avec comme difficulté qu'on est sur un nombre de paramètres qui changent. Et quand on veut utiliser des méthodes de gradient, c'est plus compliqué parce que calculer un gradient quand le nombre change, ça ne marche pas très bien. Donc, on fait aussi du Monte Carlo pour générer différentes solutions et faire vibrer nos solutions et essayer de trouver le plus rapidement possible les modèles qui sont réalistes et qui sont explicatifs. Donc, pour conclure, on arrive à échantillonner ces incertitudes d'interprétation avec des algorithmes. Le nerf de la guerre dans tout ça, c'est vraiment essayer de définir des règles qui ont du sens, partir de règles relativement simples, le bon sens du géologue. Plus la faille est petite, plus son rejet est faible, plus le rejet est grand, plus la faille est grande, et ça, on peut le formaliser par des règles mathématiques. Et déjà, regardez ce que ça donne, ça nous permet d'interroger ces règles, de les calibrer dans la biblio, et ça nous permet d'obtenir un ensemble de modèles qui soient relativement objectifs et relativement... Alors, il y en a pas mal qu'il va falloir mettre à la poubelle parce qu'ils ont des problèmes, mais justement, on va pouvoir aussi utiliser éventuellement notre bon sens pour trier dans tout ça.
Et globalement, tout ça, ça peut se faire avec la théorie des graphes et des algos d'échantillonnage. Ce qui nous ouvre la voie pour regarder ça aussi, parce que c'est la mode, et si ça se trouve, ça va tout remplacer, mais j'y crois pas, à des problématiques d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Si on a des belles bases de données avec des affleurements numériques 3D, on va pouvoir calibrer pas mal de choses là-dessus. Mais il va quand même falloir avoir un sacré paquet de bases de données pour refléter toute la diversité qu'on peut obtenir en réalité. Et ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans une approche où il y a des collègues qui disent « Ah ben je vais changer, je vais rajouter l'incertitude des données, puis je vais interpoler ». Et ça représente des incertitudes. Enfin, je caricature un peu, ils disent pas tout à fait ça, mais voilà, c'est une autre approche pour générer les incertitudes. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai présenté, ce n'est pas suffisant non plus parce qu'on reste très contraint par les données. Donc, si on a très peu de données à un certain endroit, il faut aller plus loin que ce que j'ai présenté. Il faut aussi simuler des choses qu'on n'a pas vues. C'est les fameuses unknown comment il s'appelle, Dick Cheney sur les armes de destruction massive en Irak en 2003. Des choses qu'on sait pas qu'on ne sait pas. Enfin, ou qu'on sait pas. Voilà, et donc les questions, alors on n'a pas fini de travailler là-dessus, hein, les questions qui se posent, qui restent ouvertes, c'est les règles d'interprétation, c'est les interactions, non pas uniquement à 2 points, entre 2 points, mais à 3 points, parce qu'en fait, il peut y avoir si vous reliez 2 points l'un à l'autre, d'un seul coup, il y a des choses qui disparaissent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va nous permettre de réduire la complexité, mais il faut qu'on formalise ça. Et puis, il y a tout le côté automatisation sur l'aval, sur le côté géométrie et modélisation et automatisation de la géomodélisation. Voilà, et j'ai fini. Et si vous avez des questions.